Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Pour rebondir sur l'apport de mon prédécesseur en matière de prospective, je dirais beaucoup plus holistique, beaucoup plus large et interdisciplinaire, une grille d'analyse extrêmement, je dirais, large. Je vais essayer de me focaliser dans le cadre donc, de mon intervention sur le facteur temps. Le facteur temps étant en stratégie militaire, je dirais, l'un des leviers stratégiques, tactiques et opérationnels extrêmement importants. Un facteur qui me semble avoir été plus ou moins négligé par l'armée états-unienne lors de son intervention. D'autre part, si l'on a à l'esprit que le blocus actuel, le contre-blocus trumpien constitue une guerre, je dirais, économique, mais aussi une guerre territoriale, puisqu'il bloque l'accès au golfe Persique et au détroit d'Ormuz. Il ne faut pas oublier que le blocus est aussi une arme de temps, une arme de temporalité, puisqu'il s'installe en fait dans une zone grise de temporalité, un entre-deux, entre les deux temps, je dirais, majeurs consacrés par le droit international, qu'est le temps de paix et le temps de guerre. Effectivement, donc, le blocus, notre collègue Garcin l'a rappelé, constitue un acte de guerre, mais il constitue, dans la longue durée, un levier pour agir sous forme donc, de pression, sous forme donc, géoéconomique, avec des possibilités bien sûr d'interception, d'escalade. Ce facteur temps dans le cadre du blocus est extrêmement nuancé puisqu'il est lié à un autre facteur temps qui est le facteur de risque géoéconomique qui lui peut varier dans le temps. Donc nous sommes en fait, je dirais, en plein dans le temps de l'incertitude et de l'instabilité stratégique puisque personne ne sait qui des deux acteurs et des multi-acteurs, puisqu'il englobe un certain nombre d'acteurs régionaux, cédera le premier. Donc c'est dans le cadre de cette réflexion sur les enjeux de temporalité, en temps de guerre et de paix, que se pose finalement la question depuis l'intervention israélo-américaine en Iran. Suffit-il d'être le maître des canons pour être à la fois le maître des horloges et pour remporter finalement une victoire décisive. L'Iran et le Moyen-Orient au plus large, puisqu'on a vécu un scénario d'escalade régionale, met en lumière donc une opposition fondamentale, à mon sens, entre deux régimes de temporalité, deux régimes militaires, un modèle plutôt américano-occidental qui lui est fondé sur le concept du temps techno-militaire avec une compression du temps, de la technologie, l'usage de haute technologie et sur un mythe finalement qui est celui de la décision rapide et du bombardement aérien décisif. Finalement, les Américains ont repris une vieille doctrine, celle de Giulio Douhet, un général italien très célèbre durant la Première Guerre mondiale, qui lui avait théorisé finalement une forme de doctrine qui était à l'époque extrêmement innovative, puisqu'elle était fondée sur, je dirais, la prééminence des forces aériennes. L'avion, selon lui, devait changer, en fait, révolutionner totalement la nature de la guerre, et ce qui rendrait en quelque sorte les autres, je dirais,
forces terrestres complètement obsolètes. Donc pour lui, frapper directement des centres, des cibles militaires, des centres industriels, des infrastructures, il étendait même, il allait jusqu'à même proposer de bombarder aussi des sites civils, devait provoquer selon lui un effondrement moral si rapide, donc une inflexion de la volonté au sens cosmitien du terme, de sorte que la bataille en fait devait être gagnée même sans une réelle mobilisation militaire sur Terre. Les stratèges américains ont revisité la dite doctrine douée à plusieurs moments. Bien sûr, la théorie du carpet bomb, chère à la doctrine de Lyndon Johnson à Vietnam, durant la guerre du Vietnam, illustre bien cette mythologie en fait des frappes, des bombardements aériens décisifs. Mais on réactualise donc cette nouvelle forme de cette doctrine entre les années 90 et 2000, avec trois principales doctrines militaires dans la pensée stratégique américaine, celle des 5 anneaux de Warden, le Schock-Endelowé d'Ullmann et la doctrine Rumsfeld, donc concoctée par les cercles néoconservateurs, qui eux aussi considéraient que les interventions au Moyen-Orient devaient être fondées sur le pilonnage par les airs, des nœuds, je dirais, au bon moment, une puissance aérienne donc de précision qui devait en quelque sorte produire donc la capitulation politique de l'adversaire. La dite doctrine elle-même a été revisitée lors de la guerre du Kosovo, elle a été réutilisée avec des critiques, puisque le bombardement de Kosovo n'a pas donné ses fruits comme l'administration américaine l'entendait, puisque Clinton a autorisé a posteriori donc une intervention militaire terrestre. C'est ce que l'analyste Robert Pape appelait en fait le smart bombing trap, une forme de piège en fait des bombardements neutres, des bombardements décisifs. Alors pourquoi je fais référence à ces nombreuses doctrines, c'est que toutes ces doctrines structurent énormément l'imaginaire des militaires et de l'administration trumpienne et qui ont fait fi, je dirais, non seulement de la dimension, je dirais, culturelle et identitaire d'une temporalité perso-iranienne qui était ancrée beaucoup plus dans un phénomène donc, de temps non pas linéaire mais qualitatif, avec des éléments eschatologiques extrêmement et spirituels extrêmement prégnants. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle aujourd'hui à cette conférence que l'Iran n'a pas le même calendrier que les Occidentaux, il a un calendrier perse, nous sommes en l'année, je pense, quelle année 1405 1405 à peu près. C'est l'un des calendriers les plus solaires, les plus anciens du monde. La temporalité elle-même orientale est différente de la temporalité occidentale, l'une étant cyclique, beaucoup plus spirituelle. Corbin parlait du temps intérieur qui est extrêmement présent chez les peuples et les élites orientales, particulièrement en Perse. Le temps linéaire occidental, lui, est axé donc sur le moment présent, sur, je dirais, un temps de rentabilité qui est fondé en fait sur un temps linéaire, mais à la fois présentiste, puisque on le voit avec les nouvelles technologies qui apportent une nouvelle forme de temporalité, celle de la temporalité discursive. Le temps médiatique n'est pas celui du temps spirituel et encore moins du temps militaire. On voit que finalement, dans la guerre informationnelle qui est concomitante à la guerre militaire actuelle, les tweets de Trump, aussi peu qu'ils peuvent nous être considérés comme grotesques, extrêmement, je dirais, intensifs, voire compulsifs,
s'inscrivent aussi dans des stratégies, ce qu'on appelle les stratégies discursives, c'est-à-dire créer la surprise au temps réel, créer des surprises constantes pour déstabiliser, saturer en fait l'infoware, l'espace, je dirais, médiatique, pour imposer des sujets, faire de la disruption continue. Alors, effectivement, après avoir vu que la stratégie américaine n'ayant pas pris la mesure non seulement de la différence, je dirais, culturelle, identitaire et spirituelle du temps, je dirais, iranien, on constate que les États-Unis, à un moment donné de la guerre, pensaient maîtriser en fait l'escalade, puisque l'Iran, lui, a imposé un autre rythme, un autre tempo, qui lui était fondé sur la durée, donc une capacité de résilience et une capacité d'endurance qui a été sous-estimée par les Américains, et recherchait en fait, ce que le général Beaufre analysait dans le cadre de l'analyse du facteur temps, l'usure et une stratégie indirecte, c'est-à-dire une stratégie qui était appliquée je dirais, à des formes de stratégies qui sont asymétriques, voire dissymétriques, avec un effet destructif, cette fois-ci non pas par les médias, mais par les drones, ce qui a déstabilisé en fait tout le théâtre d'opération qui était purement aérien au niveau de l'analyse. Trump lui-même a reconnu publiquement qu'il ne s'attendait pas finalement à cette capacité de résilience, à cette forme de puissance militaire, ni au niveau de la performance des missiles. Téhéran, lui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est depuis l'année 2000, avait déjà anticipé l'hypothèse d'un affrontement direct avec Washington. Et je pense que les États-Unis, là aussi, ont eu un déficit au niveau de cette analyse, puisqu'ils ont construit méthodiquement une doctrine qui est adaptée, la fameuse doctrine mosaïque, qui est en fait décentraliser la chaîne de commandement au niveau de 31 régions et départements, ce qui dans la temporalité longue a permis donc à l'armée iranienne de se positionner, de déstabiliser en fait un choc frontal qui avait imposé les bombardements, les stratégies de choc aérien américain. Et de ce fait, on a vu finalement qu'il y a eu une combinaison de la doctrine iranienne mosaïque avec une guerre asymétrique qui a elle-même transformé le conflit en véritable lutte d'usure et de résilience. Donc la supériorité technologique n'a pas suffi. L'adversaire a dû supporter la reconstitution de ces stocks qui impliquent une autre temporalité industrielle, militaire et industrielle, supporter le coût économique et une pression permanente avec une saturation des défenses, des stratégies américaines. Je voudrais dire aussi un mot sur l'autre, je dirais, facette de ce rapport au temps, de temporalité dans cette guerre qu'on sous-estime, c'est la temporalité spirituelle et eschatologique. On en parle peu, mais je pense que dans les franges les plus, je dirais, radicales et les plus fanatiques des co-belligérants, cette temporalité est elle-même sous-estimée. Alors, quand je parle d'eschatologie, on renvoie en fait au temps de la fin des temps qui est extrêmement important d'en faire part, puisqu'il constitue une grammaire a priori à la fois idéologique, narrationnelle, mais aussi elle peut être un levier de mobilisation militaire. Alors les trois acteurs principaux en font part, je dis dans les franges les plus radicales, la théocratie iranienne de Pasadaran, le régime de Netanyahou, d'Israël, et l'administration Trump,
qui, elle, doit satisfaire un certain nombre, je dirais, de stratégies et de besoins géopolitiques qui sont très présents chez les évangéliques, le lobby évangélique et le christocioniste, qui prend la frange du nationalisme chrétien fondamentaliste qui, je dirais, est très présente dans le bureau probable. Grosso modo, concernant cette temporalité eschatologique pour l'Iran, c'est le retour de Mahdi. Depuis 1979, la République islamique s'est construite sur la doctrine du Vilayat al-Faqih, le gouvernement du juriste islamique, qui attend le retour de l'imam Mahdi, le 12e imam caché. Au niveau israélien, dans les franges, je dirais, les plus radicales d'extrême droite, parmi de nombreux ministres du Netanyahou, on qualifie non seulement la guerre en Iran, mais la guerre de Gaza, et puis beaucoup plus large, même au Liban, comme une guerre de l'Armageddon. Cette approche eschatologique entre en symbiose avec des dizaines de milliers d'évangéliques américains qui sont alliés aux chrétiens sionistes, plusieurs millions d'électeurs, quoique sur la base d'une lecture, je dirais, une lecture, je dirais, post-apocalyptique, on reconstruirait le temple et une bataille finale a lieu donc à Jérusalem. C'est des thèses qui sont extrêmement prégnantes chez certaines franges des électeurs de la base MAGA, la mouvance Israel First. Alors on voit bien là, il s'agit de trois fuseaux de temporalité, trois fuseaux horaires qui sont en décalage, mais qui parfois sont concomitants et qui peuvent s'entremêler. C'est un décalage de temporalité qui produit et qui structure en fait la dynamique du conflit. On pourrait dire qu'il s'agit donc de la convergence de trois types de millénarisme qui sont présents au moins je dirais dans le discours, le narratif souvent très belliciste donc des trois collectifs de gens. En conclusion, l'Iran, donc la guerre en Iran, et plus largement le Moyen-Orient, apparaît ici donc comme un espace où coexistent différentes chronostratégies, la chronostratégie étant un terme qui a été employé par l'amiral Vili, puis repris par le général Yakovlev en tactique théorique. Lui parle donc de stratégie appliquée donc au temps. On établit en fait une échelle d'analyse fondée donc sur le rapport au temps, sur le champ de bataille, avec la séquence, la durée, le temps cumulé, etc. Moi, j'ai mis en exergue, et ça sera l'objet donc de mon texte que je vous ferai diffuser, trois temps, donc un temps rapide, court, qui a été mis en œuvre par l'armée américaine sous forme de guerre éclair, en quelque sorte, corroborée par donc les doctrines que je vous ai présentées. Le rapport du temps fluide et de la destruction, et pour donc les forces iraniennes, la longue durée, qui est une structure qui s'inscrit dans la lenteur, l'usure et l'attrition. Donc tous ces modèles-là, bien sûr, ne sont pas, je dirais, ils ne s'excluent pas, ils ne sont pas tous manichéens ou binaires. C'est des modèles qui ne s'excluent pas, mais ce qu'on dit souvent au sein d'un même conflit, ça révèle en quelque sorte la complexité croissante et la transformation de la guerre contemporaine. C'est un véritable laboratoire stratégique. Donc ce n'est pas seulement la maîtrise de l'espace, du territoire, mais la maîtrise du temps qui devient un facteur déterminant de puissance. Je vous remercie.